Alors il est assez difficile de prendre la parole après l'exposé précédent où on a pu voir un équilibre, une sagesse, une profondeur biblique acquise au fil des années de ministère. Et ce n'est pas facile donc de prendre la parole. Et j'espère que vous arriverez donc à faire la transition sans trop de douleur. Donc le titre des deux exposés que je vais vous donner, le premier aujourd'hui, le deuxième vendredi, est donc le suivant, Évangile et culture, la question des églises émergentes. Alors titre très attendu pour certains, source de perplexité pour d'autres, et j'espère que d'ici à vendredi, l'attente des uns ne sera pas déçue et que la perplexité des autres sera quelque peu éclaircie. Alors s'il est un souci assez constant dans l'Église d'aujourd'hui, toutes confessions confondues, c'est celui de la question du témoignage chrétien à apporter dans des sociétés qui se déchristianisent presque aussi vite que fondent les glaciers. Que doit faire l'Église pour atteindre nos nombreux contemporains qui sont devenus des analphabètes en matière de culture chrétienne? Comment faire le lien entre l'Évangile et les gens que nous côtoyons tous les jours? Bien pour utiliser le vocabulaire de l'apologétique, où se trouve aujourd'hui le point de contact? Comment franchir ce fossé sans cesse croissant, semble-t-il, qui sépare les églises de nos sociétés contemporaines? Ça, c'est des questions que beaucoup de gens se posent, et à mon avis, à juste titre. Il y a une importante production d'ouvrages sur ces questions, en anglais notamment, mais également aussi en français, qui cherchent à proposer des pistes, à trouver des solutions à ces questions que beaucoup se posent. Et dans la masse de cette production littéraire, eh bien, il y a un livre qui n'est pas du tout passé inaperçu en France en 2006. Ce livre, c'est celui-là, la traduction du livre donc de Brian McLaren qui s'appelle Réinventer l'Église. Donc, qui est un livre qui a été publié en anglais en 2000 avec le titre The Church on the Other Side et a été traduit avec le titre Réinventer l'Église en 2006. Et très rapidement, il y a un buzz, pour parler moderne, qui s'est créé, c'est-à-dire une espèce d'émulation, une effervescence autour de cette publication dans le monde réformé, dans le monde évangélique, et vous avez des traces de ce buzz un petit peu dans la bibliographie que j'ai distribuée, puisque vous verrez qu'il y a pas mal d'ouvrages, de choses qui tournent justement autour de 2006-2007, puisque là, il y a eu des réactions, alors soit très enthousiastes liées à la publication de ce livre, ou alors au contraire très fâchées, et ça a fait un certain nombre de vagues. Alors, c'est aussi au travers de cet ouvrage, de cette traduction, que la notion d'église émergente est apparue en francophonie. Avant, en gros, personne ne savait ce que c'était. C'est un phénomène qui vient des États-Unis, donc fin des années 90, début des années 2000. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'en France, on a aussi commencé un petit peu à prendre conscience de ce courant donc qui vient des États-Unis. Alors aujourd'hui, le buzz dont j'ai parlé de 2006 c'est passablement retombé. Quand on se promène sur Internet, on voit qu'il y a beaucoup de sites qui sont datés de 2006-2007 avec beaucoup d'interventions et ces sites sont peu réactualisés. Le soufflet est un petit peu tombé, semble-t-il, mais au demeurant, je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments assez fondamentaux de ce courant émergent qui continue malgré tout à travailler le monde évangélique, à travailler le monde réformé. Et c'est pourquoi il m'a semblé pertinent donc de consacrer ces deux conférences à ce sujet avec vous ici. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi de traiter ces sujets avec vous, eh bien, c'est comme il a été dit, je suis en même temps prof de philosophie donc dans un lycée d'État, en même temps ancien dans une église, et il serait difficile pour moi de ne pas être intéressé à ces questions de lien un petit peu entre la culture dans laquelle on est et la question du témoignage de l'Évangile. C'est des préoccupations qui entrent assez naturellement dans mes différents domaines d'activité. Alors, mon exposé ou mes exposés, je ne sais pas trop comment qualifier ça, puisqu'au fait c'est un exposé divisé en deux parties, va s'articuler autour de 3 points. Je vous ai distribué donc une petite bibliographie et un petit plan. Je ne sais pas si tout le monde a eu sa feuille, j'espère qu'il y en a assez. Donc ça c'est pour faciliter le suivi des conférences. Donc, mon exposé va se diviser en 3 grands points. Le premier grand point est bien comprendre son temps, modernité et post-modernité. Ça c'est le point qui va occuper le plus clair de notre temps ce matin. Il s'agira de définir et d'expliquer un petit peu quels sont ces concepts de modernité, de post-modernité. Alors vous verrez, là ce ne sera pas de la théologie pure qu'on va faire ce matin, mais je pense qu'il est absolument indispensable de prendre le temps de réfléchir à ces notions pour comprendre de quoi il s'agit, parce que en fait, c'est là un des piliers de la réflexion des églises émergentes. Donc si on ne consolide pas ces piliers,
eh bien, on va construire sur du simple. La deuxième partie, qu'on aura le temps de commencer ce matin, mais qu'on n'aura pas le temps de terminer, donc ce matin, on va probablement s'arrêter au milieu de la deuxième grande partie du développement, une réponse à son temps, la mouvance des églises émergentes. Donc là, on va essayer de voir, de comprendre ce que sont ces églises émergentes, quel est leur discours, qu'est-ce qu'elles tentent de faire. Et enfin, une troisième partie, principale dans le développement, le point 4 de mon plan, critique de la mouvance des églises émergentes, c'est-à-dire qu'il s'agira de mener une réflexion critique par rapport à cette mouvance. Et après tout ce parcours dans le pays de l'émergence, eh bien, nous conclurons, nous posant la question, et nous? Parce que vous verrez, s'il y a un certain nombre de critiques qui doivent être formulées à l'égard des églises émergentes, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de questions absolument pertinentes qui sont posées par les églises émergentes, et ça nous tend aussi d'une certaine façon à un miroir dans lequel on verra peut-être qu'on n'est pas toujours aussi beau qu'on veut bien le croire. Alors sans plus tarder, je passe donc au point 2 maintenant de mon plan, comprendre son temps, modernité et post ou ultra-modernité. Alors pour reprendre brièvement ce que je viens de dire, il est assez communément admis qu'il est important pour le chrétien de connaître le monde dans lequel il vit. Francis Schaeffer disait qu'un missionnaire se prépare en vue d'un envoi missionnaire. Il va apprendre la langue du pays dans lequel il va se rendre. Il va essayer d'apprendre les us et coutumes de ce pays pour ne pas être un obstacle au fait à l'annonce de l'évangile dans lequel il va se rendre, mais pour pouvoir s'intégrer dans la société et pour pouvoir apporter l'évangile de façon aussi pertinente que possible. Et Francis Schaeffer disait, eh bien, si le missionnaire fait ça alors qu'il est envoyé au loin, il est de la responsabilité de chaque chrétien de connaître le pays dans lequel il vit. C'est-à-dire de connaître la mentalité des contemporains. Parce que si on n'est pas tous envoyés au loin comme missionnaires, on est tous appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. On est tous appelés à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Et donc, de ce fait, un peu comme un missionnaire qui doit se préparer en vue d'un envoi missionnaire, eh bien, nous devons apprendre à connaître le monde dans lequel nous vivons si nous voulons avoir un témoignage chrétien qui soit pertinent. Et c'est un petit peu le but de cette première partie, donc, essayer de vous donner quelques notions, quelques grands axes de ce qu'est la modernité, de ce qu'est la post-modernité, de manière à ce que vous puissiez mettre un certain nombre d'éléments ensemble et comprendre le monde dans lequel vous vivez. Alors, je ne vais pas vous apprendre comment sont nos contemporains, ce serait complètement ambitieux, orgueilleux, démesuré. J'aimerais juste vous donner un certain nombre de clés qui devraient faciliter votre compréhension d'un certain nombre de phénomènes et peut-être vous permettre de mettre ensemble un certain nombre de phénomènes que vous observez au quotidien. La modernité et la postmodernité, donc ce sont deux vastes mouvements, et donc j'insiste sur le fait que mon propos ce matin, c'est juste vous donner un certain nombre de pistes, un certain nombre de clés, un certain nombre de grands axes de réflexion. Alors, la modernité. Donc, pour nous aujourd'hui, quand on dit moderne, dans le langage de tous les jours, c'est un appareil qui est moderne, ou c'est une voiture qui est moderne. Donc, nous, on associe spontanément, dans le langage courant, l'idée de modernité à mon nouveau téléphone portable, ma nouvelle télévision, ma nouvelle voiture. Ça, c'est moderne. Mais il faut se rendre compte que quand on étudie un petit peu la philosophie ou qu'on étudie un petit peu l'histoire de nos sociétés, au fait, le concept de modernité, c'est un concept beaucoup plus vaste que simplement le nouveau téléphone portable ou la nouvelle voiture. C'est un phénomène de civilisation qui est d'une très grande amplitude, puisqu'au niveau temporel, c'est un phénomène de civilisation qui débute approximativement au XVIe, XVIIe siècle et qui dure plus ou moins jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a à peu près 500 ans d'histoire de la modernité. C'est un phénomène qui est très très vaste aussi du point de vue spatial, puisque c'est un phénomène qui est parti de l'Europe, qui ensuite s'est exporté aux États-Unis, et puis qui maintenant est plus ou moins en train de toucher l'ensemble de la planète dans le monde globalisé dans lequel on est en train de vivre. Donc c'est un phénomène très vaste du point de vue temporel, du point de vue spatial, c'est un phénomène très vaste aussi du point de vue des champs d'études que ce concept recouvre, puisque ça touche pratiquement à tous les aspects de la vie et de la pensée humaine, la philosophie, la théologie, la politique, l'économie, la science, etc. Donc c'est vraiment un concept qui est très englobant. La question de la définition de la modernité, savoir ce qu'est la modernité, c'est pas une question nouvelle. On n'est pas les premiers à nous poser cette question. Et dès l'émergence de ce phénomène, eh bien, des gens se sont posé la question.
Et il y a une réponse très célèbre qui a été donnée par le philosophe Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, où il a donné une définition de ce qu'est la modernité, définition qui est devenue assez célèbre. En fait, c'était une définition qu'il a donnée dans un journal, style Le Figaro, ou comme ça de l'époque. Et la question qu'on lui posait, c'était qu'est-ce que les Lumières ? Ici, qu'est-ce que les Lumières ? Les Lumières, donc ça fait référence au siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, qui a été très fortement marqué la France notamment. Alors, voilà la réponse qu'il donne, et c'est, à mon sens, une des meilleures définitions qu'on puisse donner de ce qu'est la modernité. Alors, c'est une citation assez brève, je vais la lire 2 fois de manière à ce que vous puissiez bien l'assimiler. Alors, les Lumières, alors ici il faut comprendre modernité, les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de minorité, où il se maintient par sa propre faute. La minorité est l'incapacité à se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Je répète, les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de la minorité, donc ici mineur majeur, c'est une notion juridique, légale, où il se maintient par sa propre faute. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. Alors je souhaite mettre 2 éléments en évidence dans cette définition. Premier élément, cette métaphore de la minorité et de la majorité. Donc qu'est-ce qui caractérise un mineur, qu'est-ce qui caractérise un majeur ? Eh bien, le mineur a une certaine capacité de décision, a une certaine capacité de réflexion qui lui est propre, mais ce qui caractérise l'être humain mineur, eh bien, c'est que ultimement, c'est pas lui qui décide. Vos enfants mineurs sont sous votre responsabilité et dans bien des domaines, c'est vous en tant que parents qui décidez. Et l'enfant mineur ne peut pas signer des choses qui l'engagent lui-même sans que votre signature se joigne à ça. Donc l'homme mineur doit tout le temps se référer à une autorité extérieure. Alors que l'être majeur, lui, peut prendre des décisions qui lui sont propres. C'est-à-dire que vous êtes libre de sortir d'ici et d'aller acheter une grosse voiture en leasing, ce ne sera peut-être pas une bonne idée, mais votre signature vous engagera. Parce que vous n'aurez pas besoin d'aller demander à vos parents, à votre oncle ou à votre tante, parce que vous êtes majeur. Et ce que Kant veut dire, c'est que jusqu'à la modernité, l'homme était dans l'état de minorité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme devait tout le temps se référer à autre chose. Alors dans l'Antiquité, l'homme se référait à la nature. Il était soumis à la nature. Quand vous étudiez la philosophie grecque, vous vous rendez compte que le concept de physis, c'est un concept absolument central. Donc ce concept de nature. Il faut agir selon la nature des choses. Si tu veux être heureux, agis selon la nature. Si tu veux que ta cité, ton organisation politique fonctionne bien, tu dois te conformer à la nature des choses. Et si tu n'agis pas selon la nature des choses, les choses ne vont pas aller et tu seras malheureux. Au Moyen Âge, le concept régulateur, c'est plus la nature, c'est Dieu. Si tu veux être heureux, conforme ta vie aux 10 commandements. Si tu veux que ta cité soit organisée de façon juste, conforme-toi aux enseignements bibliques. Donc vous voyez, là on est toujours dans une situation de minorité, dans le sens où on doit tout le temps se référer à une autorité extérieure, que ce soit la nature ou que ce soit Dieu. Et la modernité ne veut plus de ça. C'est l'homme qui ne doit plus être dans cet état de minorité, mais qui va sortir de cet état. C'est l'homme qui va devenir autonome, auto, soi-même, nomos, la loi, c'est-à-dire l'homme qui veut devenir une loi pour soi-même. La loi ne doit plus venir de Dieu, la loi ne doit plus venir de la nature, mais la loi doit venir de soi-même. Et Kant nous donne la clé, où en soi-même, eh bien, Kant dit, c'est dans l'entendement. La minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. L'entendement, ici, dans un sens large, c'est l'intelligence, c'est la raison. C'est notre capacité, par notre intelligence, au fait, à devenir une loi pour nous-mêmes. Ça va être notre propre intelligence, notre propre raison, qui va nous donner, au fait, les clés qu'on veut de notre perception de la réalité. Dans la modernité, la raison, cette fameuse raison, a toujours une double composante. Elle a toujours 2 facettes. Dans la modernité, on utilise toujours la raison de 2 façons. Il y a toujours un premier volet qui est un volet critique. La raison, c'est une puissance critique. C'est ce qui va nous permettre de critiquer toutes les autorités qu'on juge mal établies. Alors, dans l'histoire de la modernité,
tout va y passer. Ça va commencer au XVIe, XVIIe siècle avec la critique notamment de la Bible, de l'autorité des textes anciens. La Bible n'est pas fiable parce que ceci, cela. C'est la naissance de la critique biblique. On va critiquer l'autorité des anciens philosophes, etc. On va dire que c'était des espèces de guignols un petit peu. On va critiquer donc aussi l'autorité de l'Église, qu'on va juger totalement abusive. Ensuite, on va critiquer certaines formes de gouvernement qu'on juge également abusives. Et tout ça, ça débouche sur la Révolution française, qui est en quelque sorte l'avènement d'un relativement long processus. Donc la raison, c'est d'abord toujours une instance critique. Par ma raison, je vais critiquer des autorités que je juge abusives. Kant, toujours lui, parlait du tribunal de la raison. Il faut faire passer toute chose devant le tribunal de la raison, et la métaphore est excellente pour résumer l'esprit. Vous voyez, vous avez le juge, et vous avez des choses qui défilent devant le juge, et puis c'est acquitté, condamné, je garde, je jette. Ça, c'est la première fonction de la raison dans la modernité. C'est une fonction critique, fonction sceptique, si vous voulez, de scepticisme, de critique des choses. Et il y a un autre grand usage de la raison dans la modernité, qui est un usage positif, qui est un usage de construction de savoir, où la raison, après avoir critiqué toutes les fausses autorités, après avoir fait la table rase, ça c'est un des grands principes de la modernité, on nettoie la table, on vide tout, c'est comme quand vous voulez ranger votre bureau, il faut commencer par tout vider, puis ensuite, vous reposez les choses les unes après les autres, comme il faut. C'est impossible de re-ranger le bureau, s'il y a beaucoup de désordre dessus, sans tout vider au préalable. Donc la fonction critique évacue, puis ensuite il y a la deuxième fonction, on remet les choses sur le bureau comme on a envie de les remettre. Et dans la modernité, la raison assume également ce rôle, que ce soit par le biais des sciences expérimentales, ça c'est la grande tradition anglo-saxonne, il y a plusieurs personnes qui sont de souche anglo-saxonne ici, c'est la tradition du point de vue philosophique, un peu de l'empirisme, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'accent sur l'observation, on développe des méthodologies de sciences expérimentales qui permettent au fait de reconstruire un savoir qui soit débarrassé de toute théologie, de toute religion, etc., et qui ne contiennent que des choses purement rationnelles. Dans la tradition continentale, donc plutôt France, Allemagne, on a ce qu'on appelle une tradition plutôt rationaliste, plus abstraite, où au fait on cherche à mathématiser tous les savoirs. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. C'est un peu rude, La prochaine fois, ce sera plus facile. Vendredi, là, on est en train de travailler la terre. Mais c'est important parce que vous verrez, tout ce qu'on voit après par rapport aux églises émergentes, ils reprennent toutes ces questions. Donc, je suis pas en train de juste vous assommer pour le plaisir de vous assommer, de montrer tout ce que je sais. C'est juste parce que c'est absolument nécessaire pour comprendre ce qui se passe après. Alors, dans la tradition continentale, on va travailler à la mathématisation du savoir. La mathématisation du savoir, c'est un phénomène qui vient avec Galilée, et qui, en France, sera fortement défendu par Descartes, qui est toujours une gloire nationale en France. On n'ose jamais critiquer Descartes en France sans se faire taper dessus. Alors, la mathématisation du savoir, c'est quoi? C'est que pour Descartes, pour Galilée, etc., pour qu'une discipline soit dite scientifique, ça veut dire qu'elle doit pouvoir s'exprimer dans un langage analogue à un langage mathématique. C'est-à-dire qu'elle doit utiliser des concepts clairs et distincts, c'est-à-dire des concepts qui ont un sens et un seul sens. Et puis une fois qu'on a posé ces concepts, c'est ce que Descartes appelle les idées claires et distinctes, on va déduire logiquement tout ce qui découle de ces concepts. Le modèle pour nous aujourd'hui, c'est un peu le langage informatique. D'accord ? Le langage informatique, c'est un langage qui est parfaitement mathématisé. C'est-à-dire que si vous faites de la programmation informatique, tous les éléments que vous entrez, vous devez leur donner un et un seul sens. Si vous ne donnez pas un et un seul sens, au moment où vous programmez, l'ordinateur va planter, il va s'arrêter, il va vous poser des questions, il va dire « vous n'avez pas défini ce terme-là ». Ou bien il va vous dire « ce terme-là peut être compris de deux manières ». Quelle est la bonne manière de définir ce terme? Et puis une fois que vous aurez fait ce travail, votre ordinateur va continuer à fonctionner. Parce que dans l'ordinateur, vous introduisez des concepts clairs, distincts, un et un seul sens, univoques, on appelle ça en philosophie, et puis à partir de là, vous effectuez un certain nombre de déductions purement logiques, comme dans une démonstration de mathématiques, et vous arrivez à des constructions rationnelles qui sont parfaitement pures et parfaitement vraies.
Et vous avez réussi à enlever tout le désordre qui se trouvait sur le bureau, et notamment tout le désordre de la théologie, où en théologie, on est constamment en train de voguer dans des termes qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas distincts, qui ne sont pas univoques. Parler de Dieu est quelque chose de complètement fou, dans cette perspective-là, d'une certaine façon. Voilà, ça c'est la mathématisation du savoir, et donc cette idée de clarté, de distinction, de logique binaire, c'est vrai ou c'est faux, gardez vraiment en tête cette idée du langage mathématique. Alors, de cette définition de Kant et de ces deux grands axes que je vous ai donnés, sortie de la minorité, l'utilisation de l'intelligence, utilisation critique, utilisation constructive, eh bien on peut en tirer un certain nombre de choses. On voit que dans la modernité, il y a une valorisation de l'individu, c'est-à-dire que l'individu devient l'instance critique ultime d'une certaine façon. C'est plus le pape, c'est plus Aristote ou Platon, c'est plus la nature, c'est plus les 10 commandements, la norme, l'instance finale, c'est l'individu et sa raison. Ça, c'est un élément qui est tout à fait constitutif. Descartes, dans son livre très célèbre qui s'appelle Le discours de la méthode, au début, il raconte un peu sa biographie. Et il commence à expliquer qu'il était très mécontent de tout l'enseignement qu'il a reçu, qui était un enseignement médiéval tardif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfermé dans son poêle. Donc le poêle, à l'époque, c'était la seule pièce chauffée. Et à partir de là, il s'est mis à penser. Et il est arrivé à la conclusion, je pense, donc je suis, qui était au fait la première certitude pour lui. Et à partir de là, il reconstruit tout le monde. C'est tout à fait symptomatique de l'esprit moderne, c'est-à-dire qu'on se retire dans le poêle, on se met à penser, et à partir de là, on construit d'une certaine façon un monde et une réalité. Donc, naissance de l'individualisme. Une autre grande conséquence, c'est une déthéologisation générale. C'est-à-dire que, avant la modernité, il y avait une hiérarchie des sciences. Et c'était une hiérarchie qui remontait à Aristote. Et au fait, la hiérarchie, donc il y avait les sciences mineures, les sciences majeures. Ce qui se passait, c'était que ce qui faisait la dignité d'une science, c'était la dignité de son objet d'étude. Alors, qu'est-ce qui était tout en haut des sciences? La théologie. Pourquoi? Parce que quand on fait de la théologie, c'est la science de Dieu, donc c'est l'objet d'étude le plus élevé, le plus digne. Donc la théologie, c'est la reine des sciences. D'accord? C'était tout en haut. Et puis tout en bas, eh bien, vous aviez ce qu'étudiait la matière, c'est-à-dire la physique, etc. C'était des sciences qui présentaient un certain intérêt, mais la dignité de l'objet d'étude était inférieure à l'objet d'étude de la théologie. Donc vous aviez toute une hiérarchie avec la théologie, la philosophie, psychologie, etc. Puis on descendait progressivement. Et avec la modernité, il y a un renversement complet qui va s'opérer, puisqu'il va y avoir des nouveaux critères de valorisation. Quelle science va être pleine de valeur et laquelle va être dénuée de valeur? Eh bien, la science pleine de valeur, ça va être la science mathématisable. C'est-à-dire la science qui est apte à entrer dans ce discours mathématique de programmation informatique dont je vous ai parlé. Et plus une science va être mathématisable, et plus elle aura de valeur. Alors vous aurez tout en haut les mathématiques, après la physique, parce que les mathématiques c'est mathématisable bien entendu. Après vous avez la physique, parce qu'avec la physique de Newton au XVIIe siècle, c'est devenu aussi une discipline extrêmement mathématisée. Ensuite la psychologie passe un petit peu moins, puis qu'est-ce qu'on trouve tout en bas? La théologie, parce que dans la théologie, on nage dans le flou le plus complet. Donc vous avez un renversement complet des disciplines qui va s'opérer, et donc c'est pour ça que je parle de déthéologisation, c'est-à-dire que petit à petit, la théologie va être évacuée, et on va chercher à fonder une nouvelle anthropologie, c'est-à-dire une nouvelle vision de l'homme, une nouvelle morale, une nouvelle politique, non plus sur la théologie, mais sur des modèles mathématisé, d'accord? Et là, j'ai pas le temps de vous expliquer un petit peu comment les choses vont se passer, mais c'est un phénomène qu'on observe dans à peu près toutes les disciplines entre le XVIe et XVIIe siècle et le XIXe siècle. On peut prendre pratiquement tous les domaines du savoir humain, il y a tout qui passe par là. Et bon, les théologiens vont se sentir un petit peu bêtes dans cette affaire, et malheureusement, bien souvent, ils vont se mettre à la remorque de la modernité, pas toujours, heureusement, et ils vont essayer de rationaliser leur discipline. Et au XVIIe, XVIIIe, on a des tendances, on a des tentatives de la part de théologiens de dire « Mais non, la théologie, c'est pas tout en bas. Nous aussi, on arrive à tenir un discours qui soit univoque, des idées claires, distinctes. On est aussi des gens très sérieux, etc. » Et ça va déboucher sur la production d'un certain nombre de théologies rationnelles qui sont un petit peu démodées aujourd'hui.
Autre point encore caractéristique de la modernité, c'est donc le fort développement des sciences de la nature, à partir du XVIIe, d'abord la physique, ça c'est pour le XVIIe, après au XIXe siècle, vous avez la biologie, vous avez la chimie, etc. Et forte valorisation aussi des dérivés techniques qu'on arrive à tirer de ces développements des sciences. C'est-à-dire que objectivement, il y a un essor scientifique incroyable qui coïncide avec l'essor de la modernité, et de cet essor scientifique, eh bien, va découler un certain nombre de productions techniques qui sont devenues complètement omniprésentes dans notre monde. La modernité, c'est donc un phénomène historique, mais c'est aussi une question d'attitude. Le phénomène historique, c'est ce que j'ai essayé de décrire jusqu'à maintenant. L'attitude moderne, eh bien, c'est cette idée de vouloir faire usage de sa raison comme puissance critique de toutes les autorités, comme un outil qui va permettre de façonner, de reconstruire le monde selon sa manière de voir et selon ses désirs. Et dans ce sens-là, et c'est pour ça que j'ai demandé qu'on lise le chapitre 3 de la Genèse, dans ce sens-là, Adam et Ève sont les saints patrons de la modernité. Ce sont les premiers modernes, d'une certaine façon, dans le sens, ils ont justement voulu sortir de cet état de minorité dans laquelle Dieu les avait placés. Tu mangeras de tous les arbres, mais de celui-là pas. Et ils ont dit, nous, on veut sortir de la minorité, et par notre entendement, eh bien, on va critiquer ce que Dieu dit, avec l'aide du serpent, et on va reconstruire notre propre monde comme nous on le veut, et puis on s'est dit que ce que disait Dieu n'était pas vraiment sérieux, et donc on va prendre le fruit et on va concevoir le monde tel qu'on le veut. Donc l'attitude moderne, au fait, c'est une vieille histoire. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est encore très moderne. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel il y a une grande admiration pour la science, quand c'est écrit dans Science et Vie, ça ne se discute pas. Il y a une grande admiration pour la science, il y a une grande admiration pour la technique. Les gens sont toujours ébahis de voir les grands progrès techniques. Il y a la semaine passée au CERN, donc à Genève, où ils s'amusent à faire des collisions d'électrons à toute vitesse. C'était la grande gloire parce qu'ils avaient réussi à faire des collisions d'électrons à des vitesses complètement hallucinantes. Donc il y a une grande valorisation, une grande admiration pour la technique. Et il y a encore un certain nombre de valeurs aussi qui sont issues de la modernité, sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, telles que la valorisation des droits de l'homme. On reste encore dans des modèles, les Français sont très attachés au pacte républicain. Ça c'est aussi typiquement une valeur moderne, qui est contestée aujourd'hui, mais qui reste quand même assez forte. On voit très bien en France tous les débats sur l'identité nationale que vous avez eus, etc. Là, il y a débat parce qu'il y a encore des modernes. S'il n'y avait plus de modernes, il n'y aurait pas de débat. On ne parlerait plus du pacte républicain, on ne parlerait plus de l'identité nationale comme on le fait maintenant. S'il y a ces débats-là, c'est que la modernité n'est pas encore complètement morte. Passons maintenant à la post- ou ultra-modernité. Alors, la notion de post- ou ultra-modernité, c'est une notion donc, qui a été forgée par les intellectuels français pour essayer de rendre compte de ce qui se joue globalement en Europe à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est-à-dire qu'après les deux guerres mondiales du XXe siècle, particulièrement abominables et meurtrières, avec tous les phénomènes de décolonisation qu'on observe un petit peu à travers le monde à partir des années 50, eh bien des observateurs se rendent compte que la modernité, c'est plus tout à fait ça, qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se jouer, que si ces guerres mondiales ont été particulièrement cruelles, eh bien c'est aussi à cause des développements scientifiques, techniques. Si l'Holocauste a pu être mené tel qu'il a été mené, c'est aussi parce que les Allemands se sont emparés d'une rationalité scientifique industrielle pour exterminer systématiquement un peuple, etc. Donc vous avez un certain nombre de réflexions qui commencent à se lever, de critiques de la modernité, et donc le concept de post ou d'ultramodernité a été forgé pour essayer de rendre compte de ce qui commence à se jouer sérieusement en Europe, et un peu plus tard aux États-Unis, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, il y a des tas de livres qui ont été écrits pour savoir s'il faut parler de post ou d'ultramodernité. Il y a des grands débats de spécialistes. Pour moi, les deux termes sont incomplets d'une certaine façon. Alors, si vous lisez de la littérature anglo-saxonne, on va plutôt parler de postmodernité. D'une manière générale, les anglo-saxons parlent plus volontiers de postmodernité, ce qui accentue l'idée d'une rupture entre la modernité et la postmodernité. Donc, quand vous parlez de postmodernité, dans les faits, ça veut dire que vous insistez sur le fait qu'il y a une rupture. Il y avait la modernité, puis maintenant la modernité c'est fini, on tire la chasse et on passe à la postmodernité. Quand vous parlez de ultramodernité, alors l'ultramodernité, ça c'est plutôt les Français. Parce que les Français aiment toujours bien se démarquer aussi des Américains, parce qu'il y a toujours cette exception française. Mais il n'y a pas que ça.
L'ultramodernité, on met plus en évidence la continuité entre les deux phénomènes. Et moi, je pense qu'il y a en même temps rupture et en même temps continuité. Et si on veut comprendre l'époque dans laquelle on vit, eh bien, on doit se rendre compte qu'il ne faut pas opposer. Il y a vraiment les deux aspects. D'un côté, la postmodernité représente une rupture par rapport à la modernité, et de l'autre côté, ça représente une continuité. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Et si vous arrivez à comprendre ça, il y a les pièces qui vont commencer à se mettre en place, et ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses. Luc Ferry, un philosophe français contemporain, donne la définition suivante de la postmodernité. Je vous la cite parce que c'est une des meilleures définitions que je connaisse qui soit accessible à un public non technicien de la philosophie. Alors là, je vais citer Luc Ferry, donc vous allez dans à peu près n'importe quelle librairie, vous trouverez des livres de Luc Ferry, c'est une des stars contemporaines de la philosophie en France. On a pris l'habitude de nommer postmodernes les pensées qui, à partir du milieu du XIXe siècle, vont entreprendre la critique de l'humanisme moderne et notamment de la philosophie des Lumières. Donc, est postmoderne ce qui va critiquer la modernité, d'accord, à partir à peu près du milieu du XIXe. De même que cette dernière, donc la modernité, avait rompu avec les grandes cosmologies de l'Antiquité. Donc les grandes cosmologies, c'est des grandes visions du monde, c'est ce que je vous expliquais avant. La modernité a rompu avec les grandes cosmologies de l'Antiquité et inauguré une critique de la religion. Les postmodernes vont s'en prendre aux deux convictions les plus fortes qui animaient les modernes du XVIIe et du XIXe siècle. Donc au fait, les modernes ont critiqué l'Antiquité et le Moyen-Âge, et les postmodernes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils critiquent les modernes, et au même titre que les modernes critiquaient les idéaux du Moyen-Âge et de l'Antiquité, eh bien les postmodernes vont critiquer les idéaux des modernes. Alors quels sont ces idéaux ? Donc il y a l'idée selon laquelle l'être humain serait le centre du monde, le principe de toutes les valeurs morales et politiques. Ça, c'est le premier idéal de la modernité, c'est cette idée d'autonomie, c'est Adam et Ève, saints patrons des modernes. Et la deuxième idée, c'est celle qui tient que la raison est une formidable puissance émancipatrice et que grâce au progrès des Lumières, nous allons enfin être plus libres et plus heureux. Ça, c'était cet aspect progressiste au cœur de la modernité. On va sortir de la minorité et par notre raison, eh bien, on va devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Tout ce grand projet de la modernité. Au fait, aux yeux des postmodernes, les modernes ont fait du bon travail, mais ils se sont arrêtés en route. Et c'est ça le problème des modernes aux yeux des postmodernes. Ils ont fait du bon travail parce qu'ils ont détrôné Dieu et ils l'ont remplacé par l'homme. Good job, ça c'est déjà pas mal. Mais c'est pas assez, parce que au fait, c'est naïf de vouloir placer l'homme sur le trône. C'est plus compliqué que ça. Ils ont aboli la foi et la religion, donc ils vont avec Dieu, ça c'est déjà très bien, parce que la religion c'est l'intolérance, c'est l'oppression, c'est le malheur des peuples. Mais au fait, ils ont remplacé cette religion et les 10 commandements, ils l'ont remplacé par la raison humaine, qui est au fait finalement tout aussi oppressante et tout aussi castratrice que la religion. Donc il y a une tyrannie de la raison qui est tout aussi pire, si vous me passez l'expression, que la tyrannie de la religion et de la foi. Et enfin, les modernes ont fait du bon boulot parce qu'ils ont quand même réussi à évacuer les 10 commandements. Ça, c'est quand même bien. Mais le problème, c'est qu'ils ont remplacé les 10 commandements par une morale rationnelle tout aussi rigide. Pour ceux qui connaissent un peu la philosophie, si vous regardez la morale de Kant, c'était pas un guéluron. Donc, le travail a été fait de façon incomplète. Bon début, en voie d'acquisition, mais c'est pas encore tout à fait ça. Il faut encore aller un petit peu plus loin. Parce que les modernes y croient encore une certaine forme d'universalité. Universalité de la raison, universalité de la morale, universalité de la dignité humaine. Si vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Ça, c'est encore l'universalisme des modernes. L'égalité en droit et en dignité des êtres humains, parce que ce sont des êtres rationnels et que tout le monde partage la raison et que dans ce sens-là, les droits sont universels. D'accord ? Et donc, au fait, les modernes, ils sont encore un peu naïfs. Il y a encore des lambeaux de religion, il y a encore des lambeaux de pensée théologique, si vous voulez, dans la mentalité moderne, qu'il convient de nettoyer.
Au fait, pour la postmodernité, l'homme n'est pas du tout un être à part, fût-il rationnel. L'être humain est un singe évolué, mu par des désirs inconscients. L'être humain est pris dans des rapports sociaux de pouvoir. Il est déterminé par les cultures, l'éducation, au point de ne pas pouvoir parvenir à une quelconque forme d'universalité. Donc, pour les postmodernes, il faut diluer, au fait, tout ce qu'ils considèrent comme des illusions de la modernité, cette toute puissance de la raison à partir de laquelle on va pouvoir construire. Les postmodernes sont très critiques par rapport à cet usage moderne de la raison, parce que pour eux, cette raison moderne, avec son désir de progrès, avec son domaine de connaissances scientifiques et d'applications techniques qui permettent de devenir comme maître et possesseur de la nature, pour reprendre la phrase de Descartes, eh bien c'est l'origine de tous les problèmes, elle est à l'origine de l'impérialisme coloniale des Occidentaux au XIXe, au XXe siècle. Elle est à l'origine de 2 guerres affreusement meurtrières. Elle est à l'origine des problèmes écologiques qu'on rencontre aujourd'hui. Elle brime et elle censure toute autre faculté de l'être humain, comme l'imagination, la créativité, la sensibilité. Et enfin, elle ne permet pas d'assouvir le besoin de sens de l'être humain. Donc, voilà la critique postmoderne de la modernité. Au fait, le volet critique de la modernité, c'était bien, mais ce qu'on a construit après, c'était pas bien. Donc, on a bien vidé le bureau, ça c'était pas mal, mais après, on a remis plein de choses sur le bureau qu'on n'aurait pas dû remettre, ou en tout cas, on n'aurait pas dû les remettre comme ça. Donc, pour le postmoderne, il n'y a pas d'univers, mais il y a des multivers, c'est-à-dire il n'y a pas d'universalité de la raison. On est tous enfermés dans notre monde à nous, d'une certaine façon, dans notre culture, dans l'éducation qu'on a reçue. Il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de balcon sur lequel on pourrait monter pour dire, voilà, la réalité comme ceci, comme cela, etc. Tout est au fait construction, production culturelle, individuelle, finalement, hyper subjective. Donc ça, c'est le côté très pluraliste de la modernité. Dans un monde pluraliste, on ne croit absolument plus à une morale universelle, on ne croit absolument plus à une dignité universelle de l'être humain, on ne croit absolument plus à des connaissances objectivement valables universelles. Même la science est remise en question très fortement par les postmodernes, même la physique. Il y a des théoriciens postmodernes qui disent qu'au fait, le discours scientifique ne diffère pas fondamentalement du discours mythologique. Et donc, contestation assez radicale. Donc, vous avez un côté très pluraliste dans la postmodernité, vous avez un côté très irrationaliste. Si on reprend maintenant, ça c'était ce que je vous ai dit là, c'est plutôt par rapport à la rupture, c'est-à-dire la rupture entre modernité et postmodernité. Si on reprend l'idée de continuité, voilà comment Ferry met en évidence le lien de continuité qui est entre la modernité et la postmodernité. Comme l'apprenti sorcier qui déchaîne des forces qui bientôt lui échappent, ça c'est l'exemple de Frankenstein, Descartes et les philosophes des Lumières ont libéré eux aussi un esprit, l'esprit critique, qui une fois mis en marche ne peut plus être stoppé par rien. Il est comme un acide qui continue de ronger les matériaux qu'il a touchés, même lorsque l'on tente de l'arrêter en y jetant de l'eau. La raison et les idéaux humanistes vont en être pour leurs frais, de sorte que le monde intellectuel par eux édifié va finalement être victime des principes mêmes sur lesquels il reposait. C'est le principe de l'arroseur arrosé. Et c'est là que vous avez la continuité. C'est-à-dire que les postmodernes sont les dignes héritiers des modernes. Et d'une certaine façon, la postmodernité, et alors là il faut plutôt parler d'ultramodernité, au fait les ultramodernes ne font que pousser plus loin l'essence même de la modernité. Et dans ce sens-là, ils ne dépassent pas la modernité. Ils ne font que de continuer l'agenda, de continuer le programme des modernes, en disant nos grands-papas c'était pas mal, mais ils ne sont pas allés assez loin. Nous, il faut qu'on aille encore un petit peu plus loin, parce qu'ils se sont arrêtés, parce qu'ils avaient un peu peur, parce qu'ils avaient encore reçu un peu une éducation religieuse, etc. Donc il y a encore des choses qui les retenaient, mais nous maintenant on n'est plus dans cette situation. Allons encore plus loin. Donc, il est vraiment important pour comprendre après ce qui se joue aussi au niveau des églises émergentes, que, au fait, postmodernité, modernité, il y a un côté d'opposition, évidemment, c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence avant, mais il y a aussi un côté de continuité. Et quelque part, le postmoderne ou l'ultramoderne est quelqu'un de fondamentalement moderne dans sa manière de voir les choses, et on reviendra là-dessus. Un autre point de continuité très fort entre modernité et modernité, c'est la technique, l'appréciation de la technologie, puisque la mentalité postmoderne est absolument emballée par toutes les nouvelles technologies de l'information.
On a un développement des médias et des technologies depuis les années 60-70 et depuis une dizaine d'années avec le développement des nouvelles technologies liées à Internet, etc. et toutes les potentialités que ça ouvre, eh bien là, il y a un emballement, un engouement postmoderne pour ces technologies, tout comme un engouement moderne, si vous voulez, puisque ça permet de créer un espace virtuel qui permette de remettre en question les frontières entre réalité et fiction, entre virtuel et réel, et ça c'est tout à fait dans l'idée postmoderne qu'il n'y a pas une réalité, mais il y a plusieurs réalités, il y a autant de réalités qu'on veut, et on joue là-dessus, hein. Les amis que vous avez sur Facebook, c'est des amis semi-réels et semi-virtuels, d'accord? On n'est plus dans un état de réalité aussi réel que la personne à qui vous pouvez serrer la main. On est dans une espèce de zone un peu hybride entre la réalité et la virtualité. Et il y a tout un univers virtuel qui est en train de se construire, qui n'est pas complètement déréalisé, mais qui n'est pas aussi réel que la réalité. Et ça, c'est tout à fait dans la mentalité postmoderne. Ces nouvelles technologies permettent également de multiplier les points de vue, de faire tomber les autorités. N'importe qui peut publier n'importe quoi. Il n'y a plus d'éditeur qui doit donner son imprimature pour un livre, etc. Donc vous avez un aplatissement de toute forme d'autorité, multiplication à l'infini des points de vue, stimulés par les nouvelles technologies de l'information. C'est un univers d'une grande fluidité. On surfe, vous voyez l'image, on surfe sur Internet, l'image est à mon avis très parlante et très adéquate, il y a quelque chose de très souple, de très agréable, sauf qu'on a un ordinateur qui plante tout le temps. Et ce sont des technologies qui favorisent l'intuition libre. Quand vous utilisez Internet, vous n'êtes plus dans la position de la maîtrise rationnelle. À moins que vous alliez vraiment pour chercher une information, vous tapez vos mots-clés sur Google, vous savez exactement ce que vous cherchez. Mais quand vous surfez sur Internet, vous n'êtes plus dans une logique rationnelle. Vous êtes dans une logique qui est beaucoup plus intuitive, qui fonctionne beaucoup plus sur l'association libre d'idées, c'est-à-dire que vous suivez les liens hypertextes un petit peu au gré de vos envies, au gré de vos désirs. Et donc, vous n'êtes plus dans cette position de maîtrise rationnelle de la réalité. Et je ne sais plus si c'est un Anglais ou un Américain, Nicolas Carr, qui en juillet 2008 a créé toute une polémique, parce que c'est un professeur d'université, qui était en train de constater l'effet dévastateur d'Internet sur le fonctionnement de son cerveau. C'est-à-dire qu'il se rendait compte qu'il était plus capable de se concentrer sur un texte compliqué pendant plus qu'un quart d'heure. Pourquoi? Parce que son cerveau commence à s'habituer à fonctionner selon Internet. C'est-à-dire que vous êtes en train de cliquer sur une page toutes les 15 secondes. Et vous n'arrivez plus à vous plonger dans un article de théologie un peu gratiné. Vous dites maintenant pendant 2 heures, je m'assieds et j'étudie. Sans interruption, on n'arrive plus. Et lui, il constatait qu'il n'y arrivait plus et il disait, ça c'est de la faute d'Internet. Internet est en train de modifier la structure de mon cerveau. D'accord? J'ai plus cette maîtrise rationnelle comme dans la modernité, si vous voulez, où j'ai mes idées claires et distinctes et je fais mes déductions, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, et mon cerveau commence aussi à fonctionner comme ça. Et donc ça c'est très postmoderne, et sa thèse c'était qu'on va tous... Notre forme d'intelligence, on avait une forme d'intelligence moderne, et puis maintenant on va avoir une forme d'intelligence postmoderne. Moi je le vois avec mes élèves, quand on fait de la philosophie en classe de lycée, on voit, c'est une réalité, c'est-à-dire cette incapacité à poser des prémices et à déduire, etc. Je pense que c'est vraiment une réalité. Si on reprend le lien avec l'épisode de la chute, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le moment moderne, c'est Adam et Ève qui veulent déterminer par eux-mêmes le bien et le mal, ils veulent ne pas se soumettre à Dieu, ils veulent être autonomes, etc. Le moment postmoderne, c'est un peu la gueule de bois. C'est quand on a mangé le fruit, puis qu'on se rend compte que c'était pas tout à fait ça. Ben non, je suis pas Dieu. Je me suis fait avoir d'une certaine façon. Et ça, c'est un petit peu le moment postmoderne. C'est l'après-chute, si vous voulez, où Adam et Ève ont un peu la gueule de bois. Et il y avait un certain nombre d'idéaux qui étaient les leurs. Ah ouais, on va devenir comme Dieu. Et puis au fait, non, on n'est pas devenu comme Dieu. Et alors là, il y a différentes attitudes possibles. Il y a l'attitude cynique qu'on observe chez pas mal de postmodernes, où on dévalorise toute forme de valeur, puis on tombe dans une espèce de lucidité désespérée. Ou bien alors, cool, on va aller chercher un autre arbre. Peut-être qu'il y a un autre arbre avec d'autres fruits pas mal, et donc on va aller partir à la recherche de tout plein de choses, en se disant, celui-là, il n'a pas marché, et puis on va essayer de chercher d'autres expériences qui vont nous permettre de combler cette perte de sens, cette désillusion liée au non-succès de la consommation du fruit interdit.
Alors, avant de conclure cette partie, j'aimerais juste insister sur le fait qu'il y a une forte imbrication entre modernité et postmodernité. Vous verrez, ça c'est important pour la suite. Au niveau théorique, puisque vous avez en même temps un phénomène de continuité et en même temps un phénomène de rupture, puis aussi au niveau pratique, puisque de par le développement des technologies qui sont essentiellement quelque chose de moderne, eh bien, ces nouvelles technologies sont complètement assimilées, absorbées au fait par la postmodernité. Vous avez fait le plus dur. Vous pouvez être partiellement soulagé. Donc maintenant, je vais commencer le point 3. Une réponse à son temps, la mouvance des églises émergentes. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a une très grande réflexion dans l'Église, toute confession confondue, pour essayer de relever les défis justement de cette modernité, de cette postmodernité. Ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, il y a beaucoup de théologiens, beaucoup de missiologues, beaucoup d'apologètes qui ont travaillé ces questions. Donc, je ne suis pas particulièrement original dans tout ce que je vous ai dit maintenant. J'ai essayé de vous offrir une synthèse à peu près claire de ces phénomènes, mais ça, ce sont des phénomènes qui sont identifiés et qui sont analysés par beaucoup de théologiens, beaucoup d'apologètes, beaucoup de missiologues, toutes tendances confondues. D'accord ? Donc là, vous n'avez pas eu droit à un scoop pendant la dernière demi-heure. C'est des choses qui sont travaillées, qui sont étudiées, qui sont connues. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ce que je viens de vous expliquer maintenant ? Voilà, on vit face à des gens qui sont modernes, qui sont postmodernes, qui sont ultramodernes, enfin ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que chrétiens, face à ce monde-là ? On n'est pas face à des pygmées, on n'est pas face à des aborigènes, on n'est pas face à des Indiens, etc. On est face à ce genre de personnages. Et comment pouvoir annoncer l'évangile dans une société qui est ce qu'elle est et qui évolue tout à fait rapidement. Et c'est donc dans ce contexte-là que sont nées, au fait, les églises émergentes. C'est pour tenter de répondre à cette question-là que sont nées les églises émergentes. C'est de là qu'elles viennent. Donc, vous voyez, l'origine, c'est des questions tout à fait pertinentes. À l'origine des églises émergentes, il y a des questions qui sont absolument nécessaires et absolument réalistes. Comment, dans le monde d'aujourd'hui, annoncer l'évangile ? Comment, face à un moderne, un post ou un ultra-moderne, annoncer l'évangile. Et c'est de là que part la mouvance émergente, et je vais essayer maintenant de reconstituer un petit peu le discours émergent. Quelle est leur analyse, comment est-ce qu'eux perçoivent les choses, pour qu'on essaye un petit peu de comprendre ce qui se joue à ce niveau. Alors, je ne vais pas vous faire la géopolitique de la mouvance émergente. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui est tout à fait postmoderne, vous verrez, donc qui est protéiforme et qui se veut hautement évolutif, donc qui ne supporte pas l'idée d'être réduit à des institutions carrées qu'on peut définir avec des concepts univoques, d'idées claires et distinctes. C'est volontairement une nébuleuse. D'accord ? Donc moi je ne peux pas vous faire la géopolitique et puis vous dresser la liste. Alors vous voyez, en francophonie, vous avez ceux-là, ils sont émergents, ceux-là, ils ne sont pas émergents, celui-là, oui, il est très très émergent, celui-là pas du tout, etc. Parce que, au fait, c'est volontairement nébuleux, parce que postmoderne, et volontairement extrêmement évolutif. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, normalement, devrait déjà être périmé dans 2 mois, si on se met dans la logique émergente. Et c'est pourquoi je vais plutôt essayer de dégager un peu un esprit général. D'accord ? De manière à vous donner des clés qui, vous, ensuite, dans votre réalité pastorale, dans votre réalité sur le terrain, vous permettent peut-être de comprendre un certain nombre de choses et de comprendre peut-être le fonctionnement de certaines personnes que vous côtoyez dans votre champ pastoral, ou etc., pour comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière et pourquoi les personnes agissent, pensent ou parlent de telle ou telle manière. Alors, pour les émergents, donc, il y a bien entendu ce constat de décalage abyssal et toujours plus abyssal entre les églises et la société contemporaine. Je crois qu'il est difficile de passer à côté de ce constat. Ce qui caractérise les émergents, c'est que pour eux, au fait, ce constat de crise n'est en aucun cas dramatique. Il peut même avoir quelque chose de réjouissant parce qu'il va obliger l'Église à ne plus pouvoir simplement faire du raccommodage. Ah, il y a un petit trou dans le jeans, alors on va mettre un blitz pour cacher le trou. Ah, là dans cette chemise, on va raccommoder un petit peu. Cette crise qui devient de plus en plus visible et de plus en plus hurlante a quelque chose d'extrêmement positif pour les émergents parce qu'elle va vraiment obliger l'Église à reprendre la réflexion à la base. On peut plus, il faut changer de pantalon. Il faut changer de chemise, on arrive à un stade où on ne peut plus simplement raccommoder, recoudre, il faut vraiment envisager sérieusement de changer de paire de pantalons. On l'a tellement raccommodé qu'il est en train de tomber en miettes. Et les émergents donc émettent un constat tout à fait critique par rapport aux églises évangéliques et réformées classiques, que nous représentons ici, qui tentent de combler ce fossé au fait en se modernisant.
Alors on trouve que la musique c'est quand même un peu trop ringard, alors on va quand même trouver une musique un petit peu plus moderne. On va mettre des nouvelles technologies dans le culte, on va utiliser des beamers, PowerPoint, etc. On va essayer de moderniser un petit peu tout ça pour que les gens trouvent quand même qu'on n'est pas trop ringard, qu'on est quand même un petit peu à la page. On va permettre de podcaster nos messages sur iTunes, etc. Donc vous voyez, on va moderniser nos technologies. Comme ça, les gens verront que on est quand même moderne, on n'est pas si ringard que ça, on sait utiliser PowerPoint, on sait allumer un beamer, et puis on connaît la guitare électrique. D'accord ? Pour les émergents, c'est perdu d'avance. Pourquoi ? Parce que c'est du raccommodage. C'est-à-dire qu'on reste dans des modèles, entre guillemets, modernes, si vous voulez, avec une valorisation de l'enseignement, de la prédication, etc. Et au fait, on cherche à glacer le bonbon. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que le bonbon lui-même est devenu complètement inadéquat. Et donc pour les émergents, évangéliques, réformés, etc., que nous sommes, qui tentent plus ou moins de se moderniser, eh bien, c'est comme les Français qui, en 1939, étaient en train de réparer la ligne Maginot en attendant un Verdun 2 et qui s'en sont pris plein les gencives. D'accord ? C'est exactement ça la situation des évangéliques aux yeux des émergents. Ils ont une guerre de retard et ils sont toujours en train de courir après le train sans jamais pouvoir le rattraper. Spectacle pathétique. Pour les émergents, il faut reprendre les choses à la base. Et je vous propose une esquisse de syllogisme proposée par McLaren tout au début de son bouquin. Voilà ce qu'il dit. Dans un monde nouveau, il faut une église nouvelle. Nous sommes dans un monde nouveau. Alors, un syllogisme, en philosophie, c'est deux prémices, puis vous avez une conclusion. Alors, ici, McLaren donne qu'un bout du syllogisme, et comme il pense que ses lecteurs sont intelligents, il leur laisse le soin de compléter le syllogisme. Alors, il dit quoi ? Dans un monde nouveau, il faut une église nouvelle. Ça, c'est le premier postulat. D'accord ? Alors, on va discuter ce postulat, bien entendu, mais c'est le premier postulat, la majeure. Je rajoute, or, nous sommes dans un monde nouveau, et alors, comme vous êtes tous très forts, donc, il faut une église nouvelle. Voilà. Ça, c'est le postulat de base des églises émergentes. C'est cette idée qu'on ne peut pas continuer comme ça. On vit dans un monde postmoderne, on ne vit plus dans un monde moderne, et maintenant, il est absolument capital que l'Église enregistre ce fait, et que l'Église arrête de jouer la carte de la modernité, et que maintenant, elle passe à la carte de la postmodernité. Et la grande thèse des émergents, c'est qu'au fait, toutes nos églises évangéliques, toutes nos églises réformées, ce sont des églises modernes. La réforme est née en même temps que la modernité, en parallèle. Si vous voulez, XVIe siècle, c'est un peu la naissance de la modernité. Les évangéliques sont nés au XIXe siècle, époque de gloire de la modernité industrielle. Et pour les émergents, nous sommes rongés jusqu'à la moelle par la modernité. Nos églises sont complètement modernes. Elles sont nées avec la modernité et on a un fonctionnement ecclésial, théologique, pratique qui est complètement moderne. C'est dans notre ADN. Et alors, pour les émergents, il est temps de se réveiller. Si on ne veut pas se retrouver complètement ghettoisé dans un petit coin de la culture postmoderne, etc., il est temps d'envisager les choses un petit peu sérieusement, et puis de prendre la mesure de cette postmodernité et de construire une église qui soit postmoderne et qui nous permette de tourner pour les prochaines décennies à venir. Les églises réformées évangéliques ont été performantes pendant la modernité, ça a permis au christianisme de tenir 400 ou 500 ans. Maintenant, il faut jeter le vieux jeans, il faut en prendre un nouveau. Et les émergents, qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire ? Ils vont chercher à nous expliquer à quoi devrait, d'une certaine façon, ressembler le nouveau jeans, la nouvelle paire de jeans. Et les émergents aiment beaucoup citer Matthieu 9, 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Ici, les outres, ce sont les églises. Donc il y a une lecture de cette parole du Christ. Le vin nouveau, c'est-à-dire l'évangile dans le monde, doit être mis dans des outres neuves. Parce que si on met le vin nouveau dans des vieilles outres, ça lâche. Si vous voulez conserver votre vin, eh bien vous devez le mettre dans des outres nouvelles. Et justement, les émergents vont développer ces outres nouvelles. Voilà, je ne vais pas abuser davantage de votre patience. Donc, vendredi, qu'est-ce qu'on verra ? Eh bien, on verra le point 3.1, la critique émergente de l'attachement supposé des églises réformées évangéliques à la modernité. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes des églises modernes.
aux yeux des émergents, donc dans notre théologie, dans notre pratique, etc. Donc, vous voyez, pour comprendre les choses de vendredi, il était nécessaire que vous passiez par le pensum que je vous ai infligé. Et puis ensuite, le point 3.2, communiquer l'évangile dans un monde postmoderne, c'est-à-dire qu'on va voir comment les émergents tentent de construire un discours, une pratique ecclésiale qui permette à l'Église du Christ du XXIe siècle d'être pertinente et de toucher les contemporains. Et puis ensuite, on passera à une critique de ce mouvement, ce sera le point 4. Et ensuite, la conclusion, on orientera le miroir sur nous également. Voilà, alors je vous remercie de votre patience, de votre courage.